Bonjour, bienvenue dans ce 6e cours de mécanique quantique. Dans le 4e cours, on avait vu quelle était l'interprétation standard des faits expérimentaux. Donc une interprétation caractérisée par deux éléments principaux, c'est la superposition d'une part et le fait que l'observateur détermine les propriétés observées d'autre part. Pour que ce soit bien clair à partir de quoi s'articulent les interprétations différentes, je vais récapituler les faits expérimentaux. Donc, on observe, premièrement, des seuils de fréquence discrets dans l'émission et l'absorption de photons, et donc, par extension, dans l'éjection d'électrons par un atome aussi. Deuxièmement, des impacts de photons individuels qui reproduisent une figure d'interférence à grande échelle. Ensuite, une incapacité pratique de prévoir le résultat d'une mesure. Quatrièmement, des propriétés magnétiques discrètes. Cinquièmement, des propriétés qui ne peuvent pas être mesurées en même temps. Sixièmement, des propriétés qui changent en fonction de l'ordre dans lequel on les mesure. Ensuite, des corrélations d'événements qui sont censés être aléatoires et qui par ailleurs sont séparés par une durée et ou une distance. Et enfin, surtout, une disparition de tous les effets précédents pour des corps trop gros ou trop chauds. En sachant que 1000 atomes c'est déjà trop gros et moins 100 degrés Celsius c'est déjà trop chaud. Donc à cela s'ajoutent des déductions étranges dans le modèle. On déduit donc que certaines propriétés ne peuvent pas avoir une valeur précise en même temps, c'est pas seulement dans la mesure, et que la description d'un objet peut combiner des états contradictoires, dans la description en tout cas, que le cas des corrélations qu'on a observées, dont je viens de parler dans ce cas-là, il est impossible qu'il y ait un mécanisme de proche en proche qui relie ces deux résultats. Ces déductions-là, elles font autant partie du modèle que les faits. Elles font autant partie de la mécanique quantique que les faits. C'est-à-dire que si on veut conserver la théorie, on doit conserver ces déductions. Et si on veut changer de théorie, eh ben, on doit en proposer une meilleure. Alors je rappelle aussi que pour le moment, on a deux objets théoriques distincts. Une fonction d'onde qui évolue avec l'équation de Schrödinger et des matrices qui sont réduites à des valeurs propres qui correspondent à des résultats de mesure possibles via l'équation d'état. Alors c'est parti. On va commencer par les interprétations qui sont les moins éloignées de ce qu'on a déjà vu, et puis avancer vers des changements conceptuels plus importants, voire des modifications de toute la théorie. Donc je vais reprendre les problèmes sur un petit résumé pour que vous les ayez sous les yeux. Donc la première interprétation, elle s'attaque aux problèmes 1, 2 et 5. C'est-à-dire les problèmes liés à la mesure. Le premier problème, c'est le fait qu'un seul résultat soit sélectionné par la mesure et qui est lié au problème de la définition d'un observateur. Ensuite, le problème 2, c'est l'intrication. Elle s'attaque aussi à ce problème-là. Et le cinquième problème, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une causalité non déterministe. Donc elle s'attaque à cela et elle ignore les autres. Alors, on l'appelle le cubisme, c'est l'abréviation de Quantum Bayesianism, donc le bayésianisme quantique. C'est basé sur l'idée d'une approche bayésienne des probabilités en mécanique quantique. C'est-à-dire qu'on les considère comme des probabilités conditionnelles. Alors les probabilités conditionnelles, on les utilise tout le temps, c'est simplement les probabilités recalculées en fonction de nouvelles informations qu'on a. Donc, c'est les probabilités sachant que. Par exemple, donc si j'ai un sac avec des billes dedans, que j'ai au départ 3 billes rouges et 3 billes noires, et que je pioche une bille dedans, mettons que je pioche une bille rouge,
eh bien ça change les probabilités de piocher une bille noire par exemple. Si au départ j'avais une chance sur 2 de piocher une bille noire, eh bien maintenant j'ai 3 chances sur 5 de piocher une bille noire simplement parce qu'il en reste plus dans le sac. Donc c'est la probabilité, sachant que j'ai déjà pioché une bille rouge, de tirer une bille noire, est de 3 chances sur 5. Elle a augmenté. Donc dans ce cas-ci, je sais exactement ce qu'il y a dans le sac. Et donc on a une formule qui permet de calculer à quel point les probabilités vont être modifiées par la nouvelle information. Dans ce cas-ci, c'est le fait de piocher une boule rouge. Cette formule, c'est le théorème de Bayes, et pour pouvoir l'utiliser, ça requiert de connaître les proportions qu'il y a de boules rouges et de boules noires, ou de manière générale, ça requiert de connaître l'état réel des proportions de ce qu'on observe. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas cet état? Par exemple ici, je sais que j'ai 6 boules, mais je ne sais pas lesquelles sont rouges et lesquelles sont noires. Eh bien, si je pioche une première fois et que je pioche une boule rouge, bon voilà, je sais que la proportion de boules noires doit avoir augmenté. Si je pioche une deuxième fois et que je pioche une boule rouge encore, je me dis bon, ça y est, elle doit avoir fortement augmenté, j'ai quand même beaucoup plus de chances de piocher une boule noire maintenant. Mais je ne sais pas exactement de combien ça a augmenté. Parce que si par exemple il y avait à la base 4 boules noires et 2 boules rouges, et que j'ai pioché 2 boules rouges, maintenant j'ai une probabilité de 100% de tirer une boule noire. Mais si à la base il y avait en réalité 5 boules rouges et une boule noire seulement, j'ai beau avoir pioché 2 boules rouges, il me reste encore 3 chances sur 4 de piocher une boule rouge encore. Donc c'est pas du tout la même chose. Et ça, quand je ne sais pas ce qu'il y a comme proportion réelle, je ne peux que l'estimer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité subjective. C'est quand on ne connaît pas certaines données du problème et qu'on les estime. Chacun peut estimer en fonction de ce qu'il devine, mais toutes les estimations vont pouvoir être différentes. Les probabilités subjectives, c'est une autre façon de voir l'approche bayésienne des probabilités. Et typiquement, c'est assez utile dans les cas où on cherche les probabilités d'un événement qui ne se produit qu'une seule fois, puisqu'on ne peut pas savoir exactement les proportions de cet événement, puisqu'il est unique. Alors pour les cubistes, c'est ça que sont les probabilités en mécanique quantique. Ce sont des probabilités subjectives. Elles ne reflètent que notre propre connaissance de l'état du système, qui est imparfaite. Mais l'objet se trouve effectivement, l'objet ou le système quantique se trouve effectivement dans un état réel. C'est juste qu'on ne le connaît pas avec certitude. Il n'y a pas de superposition, donc, puisque ces probabilités ne sont pas réalisées effectivement. Elles ne sont que le reflet de notre incertitude. On ne pourra jamais savoir quel est l'état réel. Voilà donc ce qui explique les changements brusques dans la fonction d'onde et dans l'état de ce qu'on observe. Ce sont simplement les changements dans notre connaissance, c'est pour ça qu'ils sont brusques. C'est le même type de changement que le changement brusque de probabilité, des probabilités conditionnelles quand on prend en compte une nouvelle information. Voilà pourquoi aussi les observateurs sont aussi déterminants, puisque tout le formalisme ne concerne que ce qu'ils savent et ce qu'ils estiment à partir de là. On a aussi une définition de ce qu'est un observateur qui est précise maintenant. C'est un agent qui possède l'aptitude mentale à utiliser la mécanique quantique pour mettre à jour l'état qu'il attribuait au système quantique qui doit être mis à jour en fonction de son expérience ultérieure. Alors la différence avec l'interprétation de Wigner, donc qui était basée sur la conscience, si vous en souvenez, ou l'interprétation de Copenhague, c'est que dans ce cas-ci, on sait exactement d'où vient l'aspect subjectif. Il vient de l'utilisation des probabilités subjectives. Donc de notre ignorance de l'état réel. Et bon, par contre, on doit accepter cette ignorance. Mais ça nous permet aussi de contourner l'intrication, puisque alors il n'y a pas de variation de la corrélation entre les résultats réels. En fonction de l'angle qu'on choisit, ce qu'il y a, c'est une variation de notre estimation
du lien entre les deux événements. Donc le cosinus représente une imperfection croissante et décroissante de notre connaissance de ce lien, en fonction donc de l'angle qu'on choisit. Mais pas un effet sur les propriétés réelles des corps en eux-mêmes. Pas de problème donc. Par contre, il n'y aura par définition pas de résolution des problèmes de nature et de l'identité dans cette interprétation. Et pas spécialement de traitement de la relativité non plus. Pas vraiment de piste pour résoudre ça. Si ce n'est que, puisqu'il n'y a plus d'intrication et qu'il n'y a plus de réduction de la fonction onde, etc., il n'y a plus vraiment d'effets physiques qui sont directement contradictoires avec la relativité. Donc cette interprétation conviendra bien à des visions du monde de type kantien, au sens de la seconde édition, donc celle où il existe effectivement une chose en soi, indépendante du sujet, mais que le sujet ne peut rien en connaître, il ne peut connaître que les phénomènes. Donc voilà, vous voyez bien à quoi ça correspond. On a une distinction entre ce qu'on peut connaître et ce qu'on ne connaîtra jamais. Et alors, certains cubistes considèrent aussi que non seulement le modèle ne reflète que notre connaissance, mais en plus, il n'y a que cette connaissance qui existe. Donc ça conviendra plutôt à des antiréalismes ontologiques, donc, comme par exemple le scepticisme berkeleyien ou un constructivisme au sens fort, qui considèrent tous les deux que rien n'existe en dehors de nos perceptions ou nos constructions. Alors, une deuxième interprétation, c'est celle des histoires cohérentes. Donc, celle-là, elle répond au problème 1, 2 et 6 en partie, c'est-à-dire concernant la mesure, l'intrication et ce qui engendre la nature floue des objets quantiques, c'est-à-dire la contradiction. Mais on va voir que les interrogations sur la nature ne sont pas poussées plus loin. Je laisse quand même 2 secondes pour que vous puissiez regarder ce récapitulatif. Donc ici, on s'attaque au 1, 2 et 6. Il s'agit en fait d'un changement de perspective sur ce qu'on essaye de décrire. Plutôt que de vouloir décrire les particules avec leurs propriétés qui changent, qui évoluent, etc., on va vouloir décrire des processus à travers une durée, qui sont limités par des événements. Donc ce n'est pas une description instantanée, c'est plutôt qu'on fait un pas en arrière pour saisir le processus dans son ensemble de manière atemporelle. Et ce sont ces processus qu'on appelle les histoires. Alors, comment ça marche? Donc voilà un tableau. Voilà un tableau de correspondance sur lequel vous pouvez suivre ce que je raconte entre les termes de modèle, les termes du modèle qui sont définis de façon mathématique, on ne va pas s'attarder sur leur définition mathématique, et les termes qu'on utiliserait couramment pour désigner ça. Donc d'abord on a les projecteurs, là tout en haut. Les projecteurs correspondent à des événements. Un événement met en valeur une ou plusieurs propriétés qui sont le résultat du calcul du projecteur dans la théorie. Par exemple, une mesure est un événement. Elle met en valeur une ou plusieurs propriétés. Elle est représentée par un projecteur. Mais il n'y a pas que les mesures. La mesure est un événement comme un autre, elle n'a pas de statut particulier. Une histoire, donc juste ici en dessous, c'est une succession de projecteurs. C'est-à-dire une série d'instants discrets, là vous voyez en bleu les instants, une série d'instants à chacun desquels est associé un projecteur. Si on choisit de prendre les instants écartés, donc prendre peu d'instants pour décrire l'entièreté du processus, on aura une description assez vague, une histoire vague. Et si on choisit de prendre beaucoup d'instants sur une même durée, on aura une histoire plus précise. On peut aussi avoir des projecteurs plus ou moins précis, donc qui donnent la valeur d'une propriété avec une fourchette plus ou moins large autour. Et là, c'est ce que vous voyez avec l'épaisseur du projecteur en vert. Et ça participe aussi à rendre l'histoire plus vague. Ensuite, on rassemble ces histoires dans une famille.
Une famille, c'est aussi une série d'instants, mais à chaque instant, on peut prendre en compte plusieurs projecteurs. Tous les projecteurs qu'on peut envisager pour cet instant. Donc c'est l'équivalent d'un arbre de tous les cas de figure possibles. On va avoir rassemblé toutes les histoires possibles, envisageables, dans une famille. Toutes les histoires envisageables ne sont pas réalisables en pratique. Par exemple, il peut y avoir des projecteurs, donc des événements qui ne sont pas exclusifs, comme là c'est le cas dans la famille ici. Vous voyez qu'il y a deux surfaces vertes qui se croisent. Et ça c'est embêtant parce que on ne peut pas savoir du coup quelle histoire le système réalise vraiment. Et en plus on a aussi des conditions très précises sur les propriétés qui peuvent être déterminées simultanément. Donc il faut qu'on s'assure que les événements où la position entre en jeu soient bien incompatibles avec les événements où la vitesse entre en jeu par exemple. Donc les familles qui respectent toutes ces conditions, mathématiquement, c'est les familles dont les termes d'interférence s'annulent. Voilà, je vous le dis comme ça. Ces familles sont appelées familles cohérentes. Voilà ce que je dessine ici. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les possibilités réalisables, les histoires qui sont des possibilités réelles. Donc ces projecteurs, familles, histoires, sont des descriptions des systèmes en eux-mêmes, sans avoir besoin d'un observateur. Donc il n'y a pas besoin de définir un observateur comme un agent spécial, quoi que ce soit. Le modèle avec l'équation de Schrödinger, donc le modèle de la mécanique quantique, sert à définir les familles possibles, lesquelles sont cohérentes, etc. Mais ce qui fait qu'une histoire va être réalisée ou pas, c'est-à-dire ce qui fait qu'un système va suivre une histoire ou l'autre, ça c'est purement au hasard. C'est une évolution stochastique, on dit. Ça veut dire au hasard. Par exemple, dans l'expérience des fentes de Young, le modèle nous permet de calculer la figure d'interférence. Donc ça c'est une famille cohérente, la figure d'interférence. Mais lorsque un point s'imprime sur l'écran, ça c'est le résultat de la réalisation d'une histoire. Mais on ne sait pas laquelle, d'ailleurs. Alors, la raison pour laquelle il n'y aura rien dans les franges d'interférence destructives, c'est parce que aucune histoire cohérente ne mène là. Aucune histoire réalisable ne mène là. Alors, on explique l'intrication de manière similaire. Ce n'est pas que les particules se coordonnent à distance, ni qu'elles se coordonnent à l'avance, puisqu'elles ne pourraient pas savoir quelle propriété on va mesurer, mais c'est plutôt que la mesure selon un angle fait partie d'une histoire qui est prise dans son ensemble depuis le moment où les photons sont nés. Et donc, ils ont la même polarisation de base, les photons, et seules les histoires communes dans lesquelles la mesure est compatible avec ces polarisations vont pouvoir être réalisables, vont être cohérentes et donc réalisables et donc réalisées. Mais si on mesure la polarisation selon des angles perpendiculaires, ces mesures-là, elles sont incompatibles. Donc il n'y a aucune famille cohérente, aucune histoire cohérente qui ne puisse les décrire toutes les deux. Donc, les photons vont alors avoir des histoires séparées, indépendantes l'une de l'autre, et c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir de corrélation dans ce cas-là. Donc il y a des corrélations quand on peut décrire les deux par une même histoire cohérente, et quand les mesures sont incompatibles et qu'on ne peut pas décrire les deux par une même histoire, il n'y a pas de corrélation parce que les histoires sont indépendantes l'une de l'autre. Par contre, on n'a aucune description de l'évolution de la particule en temps réel. Des mouvements qu'elle fait, de pourquoi elle fait ces mouvements, etc. Donc, on ne sait pas comment elle sait quelle histoire elle est en train de parcourir et ce qu'elle doit faire pour rester dans une histoire cohérente, etc. Donc, les histoires sont vraiment considérées dans leur ensemble, y compris en dépendant d'événements qui ne sont pas encore réalisés et donc qui ne sont pas encore déterminés. Ça, c'est le choix conceptuel de cette interprétation, mais on peut se demander si c'est vraiment, si ça nous aide vraiment à comprendre au final, quoi.
Alors, même question pour le problème de la nature des objets. Certes, ils ne doivent plus être en contradiction, donc ça c'est bien, c'est une étape. Mais, oui, et aussi, ils sont probablement corpusculaires, même si c'est pas explicite dans le modèle. Mais maintenant, ce serait peut-être nécessaire de s'interroger sur la nature des histoires, puisque c'est ça l'objet principal de cette théorie. Donc, est-ce que ce sont vraiment elles qui guident les particules? Et oui ou non? Et si elles le font, ça veut dire qu'elles doivent avoir une existence propre, donc c'est sous quelle forme? Et si elles ne le font pas, comment les particules s'orientent? Voilà, plein de questions. En plus, il y a aussi un problème théorique du modèle qui a besoin de conditions plus restrictives sur les familles cohérentes pour pouvoir rendre compte des objets macroscopiques. On n'arrive pas à formuler ces nouvelles conditions sans retomber sur des évocations des mesures et des observateurs, qui étaient justement ce qu'on voulait éviter avec cette interprétation. Il n'y a pas non plus d'analyse explicite du problème de l'identité, mais là par contre, je pense qu'on devrait pouvoir retrouver un nouveau critère d'identité à partir des histoires. Parce que si deux choses ont la même histoire, normalement ça devrait être une seule et même chose. Parce que les histoires, c'est pas que la trajectoire en fait, c'est pas que ce qu'elles vont suivre comme trajectoire, c'est aussi des événements. Deux particules n'occasionnent pas les mêmes événements qu'une particule, puisque deux particules ont 2 fois plus d'énergie déjà. Donc normalement, si deux histoires sont les mêmes, alors c'est la même histoire. Et c'est le même objet qui est décrit. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Cette interprétation-là, elle peut s'adapter, convenir à n'importe quelle vision du monde. C'est-à-dire, elle est clairement construite en visant le réalisme, puisqu'on dit que les histoires décrivent les systèmes en eux-mêmes, mais on peut, les autres peuvent s'en accommoder en modifiant un petit peu ce présupposé-là. Donc par exemple, un platonicien dira que les histoires ont aussi une existence en plus des systèmes, et pour toutes les autres formes d'antiréalisme, il suffit de supprimer le postulat qu'on décrit les objets en eux-mêmes. Par exemple en disant que les histoires ne sont que des points de vue différents sur une situation potentielle, et qu'il n'existe rien d'autre que ces points de vue, si on veut. Alors, de manière générale, toutes les interprétations qui conviennent au réalisme peuvent être adaptées aux autres visions du monde. Donc, si là vous avez vu, il suffit de supprimer le critère que on essaye de décrire l'état des choses en elles-mêmes. Et de manière générale, on peut faire ça dans tous les cas. Si on supprime ce postulat, on peut adapter n'importe quelle interprétation. Par contre, ça ne marche pas dans l'autre sens, comme on l'a vu pour l'interprétation précédente. Donc, si on veut une interprétation qui convienne à toutes les visions du monde, on a intérêt à se concentrer sur le critère qu'elle convienne au réalisme, parce que c'est le plus dur à remplir. La troisième interprétation dont j'ai choisi de vous parler, c'est l'interprétation relationnelle, qui résout les problèmes 1, 2, en partie 3, 5 et 6, c'est-à-dire tout sauf le problème de l'identité et l'individualité, et celui-là, elle a plutôt tendance à l'aggraver. Cette interprétation consiste fondamentalement en une seule idée. C'est de dire que toutes les propriétés inessentielles des choses, donc c'est-à-dire leurs propriétés temporaires qui ne dépendent pas directement de leur nature, définissent pas directement leur nature, et en pratique c'est ces propriétés-là qu'on mesure et qu'on décrit quand on veut décrire les systèmes, puisque ce qui nous intéresse c'est comment ils sont en ce moment même. Donc ces propriétés inessentielles, ce ne sont pas les propriétés de l'objet lui-même, mais ce sont des propriétés d'une interaction entre deux objets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés relationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour un électron, par exemple? Un électron, c'est toujours un électron, c'est-à-dire il a toujours une charge de -1, il a toujours une masse de référence qui est sa masse au repos,
il a toujours une qualité qu'on appelle la saveur, qui est utilisée en physique des particules pour classer les types de particules. Donc voilà, lui il a une saveur électronique, mais c'est tout. Il n'a pas de position propre, absolue, il n'a pas de vitesse propre, ni de spin, ni quoi que ce soit d'autre comme propriété qui ne relève pas directement de sa nature. Toutes ces propriétés sont seulement définies par rapport à un autre objet au moment de l'interaction. Donc elles n'existent pas en dehors de l'interaction, puisque ce sont des propriétés des interactions et pas des objets. Ça ne concerne pas que les objets quantiques. C'est aussi le cas pour les objets de notre quotidien et même pour notre propre corps, sauf que ces objets-là, ils sont en interaction quasiment en permanence, donc il y a en permanence un suffisamment grand nombre de leurs atomes pour lesquels les propriétés sont définies, pour qu'on ait l'impression que ces propriétés sont permanentes et leur appartiennent. Donc c'est une bonne approximation si on veut. Nous on ne voit pas ces différences et ces pertes de propriétés. Les propriétés qu'on observe au moment d'une mesure sont celles qui sont propres à l'interaction entre cette particule et cet appareil de mesure. Et chaque interaction est différente et unique, bien entendu. Donc par exemple, dans l'expérience des fentes de Young, les propriétés ondulatoires sont propres à l'interaction de la particule avec les fentes et avec le milieu entre les fentes et l'écran. Et les propriétés corpusculaires sont propres à l'interaction entre la particule et l'écran. Et c'est pour ça que ce sont des propriétés différentes, ce sont des interactions différentes. Et c'est pour ça aussi que des particules différentes vont arriver à des endroits différents, parce que c'est aussi des interactions différentes. Donc là, on voit qu'on retombe sur une forme d'aléatoire qui reflète le fait qu'on ne connaît pas chaque interaction avec précision. Donc, ce n'est plus... C'est effectivement qu'on ne peut pas prévoir le résultat d'une mesure, mais on n'est plus obligé d'accepter un non-déterminisme complet. Les probabilités du modèle sont le reflet statistique de régularités réelles dans les interactions. Les interactions se ressemblent, il y a des régularités. Et ça, c'est comme dans les phénomènes chaotiques classiques, où on a des phénomènes qui sont tellement individuels qu'ils sont impossibles à prévoir individuellement, mais que sur un grand nombre de situations, il y a des régularités qui apparaissent. Par exemple, dans la météo, c'est comme ça que ça se passe. On sait combien de jours de pluie il va y avoir par an, mais on ne sait juste pas quel jour ce sera. Ici, c'est pareil. Donc, c'est juste qu'il y a des régularités sur un grand nombre de choses, de particules, de situations. Donc, cette interprétation reprend aussi le cadre conceptuel de la relativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référentiel absolu dans lequel on pourrait décrire n'importe quel événement. Et il n'y a pas de présent universel dans lequel on pourrait dire tel événement, telle interaction se passe en même temps que telle autre interaction à 1 km de là. Ça n'existe pas, il n'y a pas de présent universel. Et ça, donc, on retombe dessus directement à partir de l'idée, dans l'interprétation relationnelle, qu'on ne peut pas comparer deux événements ou deux objets qui n'interagissent pas. En tout cas pour ce qui est de leurs propriétés inessentielles. Donc on ne peut pas les décrire simultanément. On se rend compte donc que les postulats de la relativité découlent directement des postulats de l'interprétation relationnelle. Puisqu'on ne peut pas les décrire simultanément, s'il n'y a pas d'interaction, forcément, à distance, il n'y aura pas de description universelle et il n'y aura pas de référentiel universel non plus. Voilà. Donc, puisque on voit que ces postulats découlent des idées de l'interprétation relationnelle, on se rend bien compte que cette interprétation va être très pratique pour faire une réconciliation avec la relativité. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème à réconcilier la mécanique quantique avec la relativité si on l'interprète de façon relationnelle. Mais ça n'a pas encore été fait, donc c'est pour ça que j'ai dit au début que c'était pas un problème résolu entièrement, et en partie résolu. L'intrication, elle, est complètement évitée.
puisque ça n'a pas de sens de comparer les événements au polariseur A et B, puisqu'ils ne sont pas en interaction. Et donc on ne peut pas décrire les propriétés des photons en A et les propriétés des photons en B comme si c'était les leurs, alors que ce n'est pas celle des photons, c'est celle de cette interaction particulière et cette interaction particulière. Donc il n'y a pas de corrélation à distance, il n'y a que des corrélations au moment où les informations concernant les deux résultats sont rassemblées par les observateurs. Et à ce moment-là, c'est plus à distance. Donc je vais vous montrer un petit dessin. Donc ici vous voyez, les événements ne sont comparables que quand ils sont en interaction. Et donc c'est seulement au moment où on rassemble l'information, dans un ordinateur par exemple, qu'on peut observer que l'état à ce moment-là est le même. Mais donc on ne peut pas parler des états à distance, puisqu'ils ne sont pas comparables. On ne peut même pas dire, en regardant ces données, qu'elles impliquent que telle interaction ait engendré telle propriété en même temps que telle interaction a engendré telle propriété. Puisque il n'y a pas de même temps. Et d'ailleurs, il n'y a pas de à distance non plus, puisque la distance aussi est définie de façon par l'interaction. Et donc pas définie pour des choses qui n'interagissent pas. Alors, ça peut avoir l'air d'être un tour de passe-passe, mais ça découle réellement du fait que les propriétés qu'on considère ne sont pas absolues. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à intégrer. Elles ne sont pas absolues et doivent toujours être rapportées à l'interaction. C'est là qu'on constate un défaut de cette interprétation, qui est que, comme elle est un pur changement de point de vue conceptuel, elle demande de se casser la tête sur des choses dont on avait l'habitude. Donc il faut vraiment tout revoir. Alors, la nature des objets quantiques, ça va. Il y a une substance avec des propriétés essentielles, mais par contre, aucune de ces propriétés ne permet de les distinguer entre eux. Puisque les seules propriétés qui restent sont celles qui sont liées directement au fait même d'être un électron, par exemple, pour un électron. Et donc, ça c'est partagé par tous les électrons, forcément. Donc, on ne peut pas expliquer pourquoi c'est cet électron-là qui interagit plutôt qu'un autre, puisqu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc ça, c'est un peu la catastrophe pour l'individualité et l'identité. Et vous voyez bien à quel point c'est important. Bon, cette interprétation, présentée comme ça, elle est clairement réaliste, puisque les propriétés ne dépendent pas d'une quelconque perception. Que ce soit les propriétés essentielles ou les propriétés d'interaction. De toute façon, qu'il y ait une perception ou pas, ça ne change rien. Mais on peut la faire dériver vers de l'antiréalisme en la modifiant un petit peu. Par exemple, si on dit que même les propriétés essentielles sont relationnelles, donc appartiennent à l'interaction, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'objet, puisque ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien pour exister. Donc il n'y a plus d'objet, il n'y a que des interactions. Et donc là on tombe sur une espèce de réalisme structurel. Bon, ça n'a rien à voir avec le réalisme, mais ça s'appelle comme ça, voilà. Et donc ça consiste à dire que il n'y a que des structures qui existent sans constituants. Voilà, ça existe. Alors, si on considère en plus qu'il n'y a pas d'interaction entre objets, mais que les seules interactions possibles sont avec un observateur, donc des mesures. C'est-à-dire si on remplace le terme interaction par le terme perception. Ben là, on peut avoir n'importe quelle forme d'antiréalisme. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, ces deux modifications, elles sont déjà défendues par certains tenants de l'interprétation relationnelle. Donc cette interprétation, elle est plus qu'adaptable, elle est adaptée déjà. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que entre eux, ils débattent de ces questions, de savoir si toutes les propriétés sont relationnelles ou pas, de savoir si les seules interactions sont des mesures par un observateur ou il y a des interactions entre objets. Sans se rendre compte, donc, ils débattent de ça sans se rendre compte que c'est des questions de vision du monde, finalement. J'ai une question. La question c'est, comment se fait-il alors qu'il y a autant de régularité? Est-ce que la mesure est une interaction comme les autres?
Donc, l'irrégularité, c'est quelque chose qu'on constate. C'est-à-dire, c'est comme les phénomènes chaotiques, il y a des régularités, mais il n'y a pas spécialement... on pourrait les expliquer si on connaissait tous les événements individuels. Pour le moment, on ne peut pas les expliquer, parce que les interactions sont trop individuelles pour pouvoir connaître tout ce qui intervient dedans. Il y a trop d'éléments, c'est trop compliqué. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que ces régularités sont produites par les interactions. C'est simplement qu'il y a des interactions qui se ressemblent, de par leurs propriétés même. Hein. Il n'y a pas une magie de phénomènes émergents tout à coup. C'est vraiment survenant, on pourrait dire, c'est-à-dire leurs propriétés se ressemblent et donc on observe des régularités sur un grand nombre de cas. Donc ça c'est pour la partie de la question sur les régularités. Et est-ce que la mesure est une interaction comme les autres? Tout à fait. Donc la mesure n'a pas de spécificité, c'est simplement une interaction entre tel appareil de mesure et telle particule. Donc elle n'a que la spécificité que lui donne l'appareil de mesure en question. Alors la quatrième interprétation dont je vais vous parler est beaucoup plus connue que les trois précédentes. C'est l'interprétation des mondes multiples, ou on l'appelle aussi interprétation d'Everett. Et celle-là, elle est même tellement connue qu'il y a même des écoles dedans. Donc j'ai choisi de vous la présenter de la manière qui me semble la plus cohérente, en me basant surtout sur ce qu'en dit Sean Carroll, parce que je le trouve très clair. Et celle-là, donc elle s'attaque aux problèmes 1, 4, 5 et 6, c'est-à-dire tout sauf l'intrication et la relativité, ou en tout cas pour celle-là c'est moins clair. Ok, donc faisons un pas en arrière. Par rapport à l'interprétation standard, on revient à d'où venait l'idée de la superposition. Donc ça venait de l'équation de Schrödinger et de la fonction d'onde. Alors on fait ici effectivement confiance à l'équation de Schrödinger et à la fonction d'onde, donc qui est une somme de tous les états possibles. Ce que ça veut dire, c'est que tous ces états sont réalisés, mais ils sont incompatibles, ces états. Ils sont mutuellement exclusifs. Donc ils ne peuvent pas être réalisés ensemble. Il faut qu'ils soient réalisés séparément d'une manière ou d'une autre. En plus, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences si c'est un état ou l'autre qui est réalisé. Simplement, par exemple, parce que le physicien qui va constater quel état est réalisé va agir en fonction. On peut imaginer la situation où c'est l'atome dont la désintégration va déterminer la mort du chat dans sa boîte qui est observée. Et donc, la détermination d'un état ou de l'autre va avoir des conséquences assez grandes sur l'état du chat, et aussi le physicien va être triste ou pas, et donc il va agir encore plus différemment en fonction. Ou alors on peut même pousser la comparaison encore plus loin. Si le système qu'on regarde, c'est en fait un atome d'uranium dont la désintégration va être la petite goutte qui va faire déborder le vase et faire exploser une centrale nucléaire, le fait qu'il soit désintégré ou pas va avoir des conséquences à l'échelle de la planète entière. Et alors en plus, si on réfléchit un peu à la décohérence, on se rend compte qu'elle vient en fait du fait qu'un objet interagit en permanence avec l'entièreté de son environnement. Et donc ça va dans les deux sens. Si son environnement agit sur lui, lui agit aussi sur son environnement. Donc dans une moindre mesure, le monde entier peut être légèrement différent en fonction de si c'est un état ou l'autre qui est réalisé. Donc ce que ça veut dire, c'est que s'ils sont tous les deux réalisés, ces états, eh bien les deux mondes entiers doivent être réalisés. Mais ils sont incompatibles, donc ils ne peuvent pas être réalisés ensemble. Ils doivent être réalisés séparément et qu'il ne puisse pas y avoir de communication entre les deux. D'aucune manière possible. Alors, ici, il n'y a pas de réduction bizarre de la fonction d'onde, pas d'autres effets. Il n'y a pas de scission entre les comportements classiques et les comportements quantiques. Tout a le même comportement. Tout est décrit par la fonction d'onde.
Et l'univers entier même peut être décrit par une fonction d'onde qui est la somme de tous les univers possibles, tous les univers qui sont réalisés indépendamment. Alors, où est-ce qu'ils sont ces différents univers? Ben, en fait, ils sont un peu partout. Parce que, finalement, les lieux des planètes, des étoiles, des galaxies, etc., qui sont les objets principaux de l'univers, ne vont pas être tellement différents en fonction des états de leurs particules. Ou alors on peut imaginer que dans certains cas ce soit le cas, où il y ait des réactions en chaîne à partir de petites modifications, et ça pourrait déplacer des planètes, mais de manière générale, les différences entre les mondes sont vraiment très mineures. Donc ils sont tout autour de nous. Ils sont tous au même endroit. Mais alors, pourquoi on ne peut pas les voir? C'est la question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir les milliers de versions de moi légèrement décalées qui devraient être là partout autour de moi? Eh bien, c'est parce que voir, ça veut dire recevoir des photons de la part de cet objet. Or, pour pouvoir recevoir ces photons, il faudrait que ces photons soient émis au terme d'une réaction en chaîne qui peut remonter à un autre état de la particule que celui qui a été réalisé pour me faire moi. Donc, demander que je puisse voir un autre moi, c'est demander que ces deux états aient été réalisés et donc qu'il y ait une contradiction. Là, sur l'image, c'est une situation comme celle du chat de Schrödinger, donc avec un atome désintégré ou pas qui détermine si je suis morte ou pas. Pouvoir voir la version de moi qui est morte suppose que je reçois des photons qui viennent de l'état désintégré, alors que moi je viens de l'état non désintégré. Donc ça suppose qu'il y a eu une contradiction physique. C'est une contradiction directe. Donc si on admet qu'il n'y a pas de contradiction dans le monde, eh ben, je ne peux pas voir ces photons. Donc ça vaut pour la vision, ça vaut pour la sensation aussi. La sensation, c'est un processus physique. Ça remonte ultimement à des états physiques qui ne peuvent pas être contradictoires. Alors, ce que ça veut dire, donc, c'est que les autres univers possibles sont là, mais ils ne communiquent entre eux d'aucune façon. Il n'y a pas de science-fiction à faire avec ces mondes, il n'y a pas de passage entre les mondes, c'est impossible. Si on voulait construire une machine qui permet de passer d'un monde à l'autre, cette machine serait un processus physique, et donc elle serait basée ultimement sur des états qui devraient être contradictoires. Donc c'est impossible d'avoir un quelconque rapport avec les autres mondes. Ok, donc on a compris que ce ne sont pas des mondes de science-fiction, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand on crée un nouveau monde? Par exemple, si un photon est émis d'un atome, et qui peut être émis dans plusieurs directions, au moment où il est émis, alors ça crée plein de mondes à partir d'un seul monde. Elle est où la matière pour faire tous ces mondes? Et il y a un problème avec la conservation de l'énergie ici. Et bien en fait, c'est pas ça. C'est pas que des nouveaux mondes sont créés, sont multipliés. C'est plutôt que les mondes sont divisés. Donc, le monde, à ce moment-là, se divise en plusieurs mondes et son énergie totale est divisée entre ces mondes. Mais ça, c'est pas grave parce que l'énergie est relative. Et donc ça ne change pas les phénomènes qui se passent dans ces différents mondes, qu'il y ait 2 fois moins d'énergie. Si, par exemple, on divise toutes les vitesses par 2, même la vitesse de la lumière, eh bien, il y aura toujours exactement les mêmes phénomènes qui se produiront tant que les proportions seront gardées. On ne s'en apercevra pas. Et c'est pareil pour la masse et même pour la taille. Alors je voudrais aussi corriger une autre fausse image que j'avais au départ, c'est que quand il y a une division comme ça, les 2 nouveaux mondes naissent à ce moment-là. Mais ça, c'est pas possible, parce que ils sont remplis, ces mondes, de choses qui ne peuvent pas naître telles quelles. Donc je vais reprendre cette fameuse comparaison de la tarte aux pommes. Pour avoir une tarte aux pommes, il faut qu'il y ait eu des pommes et du sucre. Donc il faut qu'il y ait eu des pommiers et des cannes à sucre. Donc il faut qu'il y ait eu une biosphère entière, et donc le Big Bang, au final. Donc il y a eu forcément un avant. Les mondes donc ne naissent pas à ce moment-là, parce que chaque monde doit pouvoir remonter à l'infini en arrière. Donc quand il y a une division de l'univers,
ce n'est pas la division d'une photo à un instant donné de l'univers. C'est la division de l'entièreté de cet univers à travers l'entièreté du temps infini. Et là, on a 3 choix d'interprétation qui se tiennent. Soit on considère que la division entre 2 mondes est un processus physique, spatio-temporel. Donc, à ce moment-là, la division se propage à partir de l'événement qui a créé cette division. Elle se propage un maximum à la vitesse de la lumière, et donc elle va mettre des milliers d'années pour atteindre les galaxies lointaines, et possiblement un temps infini pour atteindre le bout de l'univers si l'univers est infini. Donc du coup, c'est pas le bout de l'univers, on va continuer à l'infini. Et donc ça veut dire aussi dans ce cas-là qu'elle se propage aussi dans le passé, puisque on doit aussi prendre en compte le passé d'un monde. Donc là, il y a, ça sent pas bon, quoi. Hein. Un processus physique qui se propage dans le passé. Ou alors, on peut dire que tous ces univers étaient déjà existants à la base, qui n'ont jamais coexisté. Ils ont toujours été, tous les univers possibles ont toujours existé en parallèle. Donc, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus besoin de propagation de la division, puisqu'il n'y a plus de division. Mais par contre, ça demande d'être entièrement déterministe, puisque, y compris à propos des actions humaines, hein, puisque ça veut dire que toutes les histoires possibles sont déjà racontées à l'avance. Et d'ailleurs, le temps n'a plus beaucoup de sens à ce moment-là, puisque l'histoire est déjà déterminée en entier. Il peut déjà exister en entier, le monde existe déjà en entier. Tous ces mondes. Ou alors, une troisième possibilité, c'est que la division n'est pas un processus physique, c'est pas un processus spatio-temporel, et donc elle se passe instantanément et partout, donc hors du temps et de l'espace. Et les 2 univers sont d'un coup là, avec tout leur passé en entier. Donc la division n'est pas un processus qui se produit dans l'espace, c'est pas un mouvement. Dans tous les cas, dans les 3 cas, la division n'est pas provoquée par un observateur. L'observateur, il est déjà dans un des mondes, au moment où il commence à faire son observation. Il sait juste pas lequel. Et c'est au moment où il va constater l'état qu'il va constater « Ah, donc je suis dans le monde où il y a cet état qui a été réalisé ». Et il va savoir qu'alors il y a un autre monde où l'autre état a été réalisé. Pour ce qui est de l'intrication, ce n'est pas très clair. Si on arrive à décrire l'intrication sans utiliser de processus à distance, de processus non locaux, ou si on arrive à rester local. Alors, il y a certains physiciens de cette interprétation qui proposent que, comme les observateurs sont des systèmes quantiques comme les autres, eh bien, on peut remonter au moment où ils ont pris leur décision, où ils sont concertés pour prendre la décision de quelles mesures ils allaient faire. Et ça s'est passé avant que les photons partent, donc ça pourrait avoir une influence dessus, puisque tout est lié à l'intérieur d'un monde. Mais bon, ça suppose que les décisions des humains sont des processus physiques, et on peut avoir de sérieuses raisons d'en douter pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Donc voilà, ça ne conviendrait qu'à des déterministes complets, de nouveau. Mais donc il y en a d'autres dans tous les cas qui considèrent que l'interprétation des mondes multiples reste non locale. Donc utilise encore des actions à distance. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Ce que je viens de développer là, c'était le point de vue réaliste sur l'interprétation des mondes multiples. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des variations de cette interprétation qui conviennent mieux à d'autres visions du monde. Par exemple, certains physiciens situent la division non pas au niveau de la particule, en même temps que la décohérence, mais au niveau de l'observateur, donc au contraire de ce que je viens de vous dire. Et donc chaque monde est créé par la perception d'un observateur. Et on peut donc réintroduire des composantes antiréalistes dans l'interprétation. Les mondes peuvent être aussi différentes constructions possibles, constructions théoriques qui ont toutes la même valeur ontologique de pure imagination.
aussi, par exemple. Ça fonctionne. Alors, j'ai des questions. Dans quelle mesure la fonction d'onde demande-t-elle que tous les états soient réalisés? Dans la mesure où c'est une somme. Le fait d'être une somme, ça veut dire que vraiment, si on a l'état désintégré plus l'état pas désintégré, c'est vraiment censé être les deux. C'est vraiment censé être un et, ce plus. Mais comme vous l'avez vu, et vous allez continuer à le voir, il y a plein d'autres interprétations de la fonction d'onde. Donc ça, c'est seulement si on la prend de manière littérale. Si on dit que c'est juste un modèle qui est pratique pour décrire les choses, mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité, eh ben, on ne va pas interpréter ce plus de cette façon-là. Deuxième question. Mais chaque monde a une masse et d'autres propriétés. Où sont-elles? Eh bien, simplement, la masse est divisée par 2. Donc, toutes les composantes qui ne peuvent pas être multipliées sont divisées. La masse divisée par 2, la vitesse divisée par 2. Ça peut être l'un ou l'autre, d'ailleurs, ou ça peut être les deux. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de déterminer si c'est la masse ou si c'est la vitesse qui est divisée par 2. En tout cas, il faut que ce soit une des deux. Il faut que ce soit une des quantités qui doivent être équilibrées, dont j'ai parlé au départ. Hein. Donc il y avait la masse, la fréquence, la vitesse. Dans tous les cas, il faut juste qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une transformation, plutôt que de dire qu'il s'agit d'une création. Alors, une cinquième interprétation, qui est aussi très connue, c'est l'interprétation de De Broglie-Bohm, ou on l'appelle aussi de l'onde pilote, ou l'interprétation bohmienne, plus simplement. On dit aussi, oui, donc, je vais juste vous montrer. Elle résout les problèmes 1, 2, 4 et 5, donc c'est-à-dire ceux liés à la mesure, à l'intrication, à l'identité et à la causalité. Cette interprétation vient très naturellement à l'esprit quand on regarde l'expérience des fentes de Jung. Ce qui est le plus gênant dans l'expérience des fentes de Jung, c'est qu'on observe tour à tour des comportements corpusculaires et des comportements ondulatoires. Eh bien, l'interprétation de Broglie-Bohm dit « c'est très simple, c'est parce qu'il y a les deux ». Il y a à la fois une onde qui se propage dans l'espace entre les fentes et l'écran, et une particule qui est guidée par cette onde jusqu'à l'écran, et qui imprime l'écran. Donc, ce sont deux objets distincts qui sont à l'origine des comportements distincts observés. Et donc, l'onde, elle passe par les deux fentes, elle fait des interférences, et la particule, elle passe par une seule des deux fentes, l'une ou l'autre, en fonction de d'où elle venait dès le départ. Donc ça, c'est entièrement déterministe, les trajectoires des particules. Si on remonte les trajectoires des particules, on peut remonter jusqu'au Big Bang, aux premières positions des particules et aux premières trajectoires où elles se sont éloignées les unes des autres. Donc on peut remonter de façon tout à fait nécessaire les trajectoires des particules. Alors je vais vous montrer une petite vidéo de ce à quoi ça devrait ressembler. Voilà, donc là vous pouvez voir une comparaison avec un phénomène physique qu'on peut faire, qui est de faire rebondir une petite goutte sur une surface liquide. Donc là, vous voyez bien que l'onde accompagne et guide la goutte et rebondit dessus. Pour que vous ayez une image. C'est pas un truc quantique, ça, hein, c'est vraiment juste de l'eau. Mais c'est parce qu'on fait vibrer l'eau et la goutte rebondit dessus pour des raisons de physique des fluides. Je peux vous expliquer si ça vous intéresse. En tout cas, on cite toujours ça comme illustration. Alors, donc ces ondes sont en fait les fonctions d'onde du modèle proposé par Schrödinger, qui, rappelez-vous, évolue en fonction de l'équation de Schrödinger de façon déterministe. C'est une équation déterministe. Et il y a aussi une équation qui décrit comment l'onde guide la particule. C'est ce qu'on appelle l'équation de guidage. Alors, ce qu'on mesure, ce n'est jamais l'onde, c'est toujours la particule. Par contre, les ondes de la particule peuvent interagir avec les ondes de l'appareil de mesure. En tout cas, des particules
du bout de l'appareil de mesure. Et c'est cette interaction qui perturbe l'onde de la particule et qui perturbe donc l'état de la particule, et c'est pour ça que la mesure perturbe l'état. Mais c'est pas parce que les appareils de mesure ont une quelconque spécificité, c'est simplement parce qu'ils sont un obstacle dans le chemin du passage de l'onde. Alors, toutes les propriétés qu'on peut observer macroscopiquement, à part la position, se ramènent à des propriétés de l'onde. La position est un peu spéciale, parce que déjà, c'est toujours la position qu'on mesure, en vrai, quand on fait une mesure. Par exemple, dans l'expérience de Stern-Gerlach, ce qu'on mesure, c'est à quel endroit est arrivée la particule, pour savoir si elle a suivi une trajectoire ou une autre, en fonction de comment elle a été déviée par les aimants. Mais ce qu'on mesure, finalement, c'est la position. Et on remonte au spin à partir de ça. Et donc, finalement, le spin, c'est rien d'autre que la déviation de l'onde selon une trajectoire ou une autre à l'intérieur d'un aimant. Et la particule, elle suit juste ça. Elle n'a pas besoin d'avoir une propriété de spin interne pour ça. La particule, donc, elle n'a aucune autre propriété que la position. D'ailleurs, on les appelle souvent juste des positions, puisqu'il n'y a que ça. Et c'est d'ailleurs plus adéquat, puisque il n'y a absolument rien qui différencie une particule d'un quelconque autre point de l'espace. C'est juste une position, puisqu'elle n'a aucune autre propriété. Le problème de l'identité est résolu dans ce modèle, puisqu'on peut retourner à un critère d'identité spatio-temporelle en fonction de la position. Donc les particules, il y a toujours une seule particule à une position. Donc si deux particules sont à une position, c'est une particule. On résout facilement aussi le problème de l'intrication grâce au fait que l'interprétation de Broglie-Bohm est une théorie à variable cachée non locale. C'est quoi ça? Eh bien donc, dans le troisième cours, je vous avais dit que, en voyant les corrélations inexplicables à distance, on pouvait penser qu'il y avait un mécanisme caché, ou alors une variable qu'on ne pouvait pas observer, mais qui déterminerait les résultats des deux côtés, qui déterminerait les propriétés des photons. Les interprétations qui postulent ça sont appelées des théories à variables cachées, ou variables supplémentaires. D'ailleurs, on devrait plutôt dire interprétation que théorie, mais c'est comme ça qu'on dit. Et donc, Bell a démontré que si ce type de variable ou de mécanisme existait, ça ne pouvait pas être un mécanisme de proche en proche, ou ça ne pouvait pas être une variable associée à une particule localement. Ça devait être quelque chose de non local d'une manière ou d'une autre. Et donc, il reste la possibilité de variables cachées non locales. Dans l'interprétation bohmienne, cette variable cachée, c'est la fonction d'onde. Puisque on ne la mesure jamais, on ne la voit jamais, elle est cachée, mais elle détermine effectivement la position de la particule et la trajectoire de la particule. Et elle n'agit pas de proche en proche, elle est censée agir directement à distance et être coordonnée en tous ces points, sans transmission nécessaire de l'information d'un point à un autre. Donc, aucun problème à coordonner instantanément les photons à distance en fonction de ce que l'observateur mesure sur le moment. Donc, c'est-à-dire en fonction de l'interaction avec les ondes de l'observateur. Par contre, ça veut dire que la fonction d'onde ne peut pas représenter un champ physique. L'onde pilote ne peut pas être une agitation d'un champ, puisque toute perturbation dans un champ se transmet maximum à la vitesse de la lumière. Donc, depuis le début de mon explication, j'ai fait exprès d'utiliser le mot onde de manière vague, sans dire une onde de quoi, parce que précisément, ça ne peut pas être une onde de quoi que ce soit comme continu physique. En partie à cause de la non-localité, que je viens de vous dire, mais aussi en partie à cause d'une raison mathématique. En fait, dans le modèle mathématique, l'état décrit par la fonction d'onde est décrit dans un espace de Hilbert. C'est un type d'espace mathématique qui est assez différent de l'espace ordinaire. Notamment parce que cet espace de Hilbert a un nombre de dimensions proportionnel au nombre d'objets qu'il y a dans le système qu'on y décrit. Si on veut décrire
une particule, 3 dimensions sont suffisantes, mais si on veut décrire 2 particules, il faut 6 dimensions. Si on veut en décrire 3, il en faut 9, etc. Et donc, mathématiquement, il n'y a pas de problème, parce que les espaces de Hilbert ont cette faculté justement qu'ils peuvent avoir jusqu'à un nombre infini de dimensions, ils sont définis comme ça. Mais physiquement, ce que ça veut dire, c'est que quand 2 particules se rencontrent, ou plus précisément quand leurs ondes pilotes se rencontrent, elles sortent de l'espace. Voilà, donc c'est pas vraiment possible de penser ça. Dans cette interprétation, on dit bien que c'est directement la fonction d'onde qui guide les particules. Mais elle ne peut pas les guider en tant que champ qui pousse les particules, puisque elle est en plus que 3 dimensions. Elle peut en tout cas être en plus que 3 dimensions, et un champ ne le peut pas. Alors, en plus, les états dans l'espace de Hilbert ne sont pas adaptés à être considérés comme des états dans l'espace habituel, pour d'autres raisons. Prenons par exemple un tas de matière dans plusieurs configurations possibles. Il peut être ici, ou il peut être là, ou il peut être de nouveau ici, mais avec une seule de ces particules qui est dans un état opposé. Donc par exemple un spin de direction opposée. Dans l'espace habituel, les 2 états qui sont ici ne sont pas très différents, et l'état qui est là est très différent des 2 états qui sont ici. Mais dans l'espace de Hilbert, ces 3 états sont aussi différents les uns les autres. Ça veut dire que c'est l'état où une des particules du tas est dans un état opposé, est aussi loin que l'état où le tas entier est à une autre position. Donc, c'est vraiment pas habituel. Donc l'espace ordinaire est très loin de ressembler à un espace de Hilbert. La fonction d'onde ne peut donc pas y résider de la même façon qu'une substance réside dans l'espace. Ok, alors, si c'est pas une substance, on peut penser que ça peut être une propriété. Donc, c'est pas une substance qui pousse les particules, c'est une propriété du mouvement des particules qui détermine ce mouvement. Une sorte de principe du mouvement. À la place de dire comme principe, lorsqu'une particule est laissée libre, elle va tout droit, et bien on dit, lorsqu'une particule est laissée libre, elle suit l'équation de Schrödinger, ce que l'équation de Schrödinger indique à sa fonction d'onde. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi des ondes vides, c'est-à-dire qui ne sont pas associées à une particule, et elles sont très importantes dans ce modèle, elles sont essentielles. Donc, ça veut dire que la fonction d'onde, l'onde pilote, ne peut pas être une propriété des particules, puisque sinon elle ne serait que là où il y a des particules, forcément. Et en plus, un principe du mouvement qui s'adapte en fonction de ce qu'il y a dans l'environnement de ce mouvement, comme l'équation de Schrödinger, c'est quand même un peu bizarre pour un principe du mouvement. Alors, il est assez clair pour les bohmiens actuels que la fonction d'onde, c'est-à-dire l'onde pilote, dans leur interprétation, est située dans un espace mathématique. Toutefois, ça ne les dérange pas que ce soit quand même elle qui guide les particules. Ça ne les dérange pas non plus que les particules ne soient que des positions. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'interprétation bohmienne n'est pas compatible avec le réalisme. Elle est plutôt construite pour une sorte de platonisme mathématique qui confère une existence réelle à des objets mathématiques, dont notamment la fonction d'onde. Voilà. Alors elle est compatible aussi avec toutes les visions du monde qui placent sur un pied d'égalité les objets matériels et les objets mathématiques, ou alors toutes les visions du monde qui placent les objets mathématiques à un niveau plus fondamental que les objets matériels. Par exemple, celles qui considèrent que le monde matériel émerge à partir d'une structure mathématique. Ça existe aussi. Alors, le dernier type d'interprétation dont je vais vous parler, c'est les dynamiques de Schrödinger modifiées. En anglais, on les appelle les collapse theories. Donc ça peut prêter à confusion, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie, hein. Ici, on parle de l'effondrement de la fonction d'onde. Par contre, c'est effectivement plus juste de les appeler théories que interprétation.
parce que là, pour le coup, elle demande vraiment de modifier les équations mêmes du modèle. Il y a déjà des interprétations qui demandent d'ajouter des équations au modèle. Par exemple, l'interprétation de De Broglie-Bohm demande d'ajouter l'équation de guidage, qui décrit la relation entre l'onde et la particule. Mais celle-là, les dynamiques de Schrödinger modifiées, c'est les seules qui demandent qu'on modifie vraiment les équations de base de la mécanique quantique, et l'équation de Schrödinger en particulier. Donc, ces théories-là, elles répondent aux problèmes 1, 2 et 3 en partie, 4 et 6, c'est-à-dire tout sauf le déterminisme, et de façon imparfaite en ce qui concerne l'intrication et la relativité. Il s'agit en fait de la continuation de la tentative de Schrödinger de décrire la réduction de la fonction d'onde dans son modèle, dans son équation de Schrödinger. Je vous avais dit qu'il avait échoué et abandonné cette idée, mais cette idée a été reprise dans les années 80 et on a aujourd'hui plusieurs théories qui font ça, qui proposent des modifications de l'équation de Schrödinger, de sorte à intégrer le processus de réduction dans l'évolution normale de la fonction d'onde. C'est délicat parce qu'il faut éviter de trop perturber l'équation de Schrödinger pour pouvoir garder la cohérence dans les situations où on en a besoin, mais il ne faut pas non plus en faire trop peu parce qu'il faut s'assurer qu'on fait disparaître toute incertitude sur l'état macroscopique. Il faut donc que le processus de réduction se passe en même temps que la décohérence. Alors il est aussi entendu dès le départ que les processus de mesure sont des interactions ordinaires, donc que les observateurs n'ont pas de propriétés physiques particulières. Une première façon de faire, c'est de reprendre l'équation de Schrödinger de base et d'y ajouter un terme stochastique, c'est-à-dire un terme qui introduit de l'aléatoire dans l'évolution. Et ce terme décrit un processus physique supplémentaire dans l'évolution, qui est un processus de localisation spontanée. Alors la théorie la plus aboutie dans ce sens, c'est la théorie GRW, pour Ghirardi, Rimini et Weber, qui sont ses inventeurs. Dans cette théorie, la localisation spontanée est décrite par une réduction brusque de la fonction d'onde à des instants relativement aléatoires, mais qui dépendent quand même de la taille de l'objet considéré. Une particule va subir très rarement ce processus de localisation spontanée, alors que pour un corps macroscopique, ça va se produire très régulièrement, presque en continu. Et donc c'est pour ça que les corps macroscopiques ont tout le temps des propriétés uniques. Par quoi ça se traduit? Ça, c'est que la localisation spontanée se passe tous les un certain temps, et l'écart entre ces instants va être beaucoup plus petit pour des objets plus grands que pour des objets avec moins de particules dans le système, donc typiquement pour une particule. Donc c'est là qu'on introduit un premier paramètre fondamental de cette théorie, qui est le paramètre gamma, qui est le nombre de localisations spontanées par seconde. Donc ce paramètre, il dépend de deux choses. Il dépend du nombre de particules considérées, ça on l'a dit, donc de la taille du système, et d'une constante arbitraire qu'on peut ajuster empiriquement pour fixer la frontière de la décohérence. Alors ça, c'est pas tout à fait adéquat parce que la frontière de la décohérence, je vous avais dit, elle n'est pas nette, c'est une sorte de dégradé. Donc on la fixe artificiellement pour pouvoir décrire plus facilement les choses. Donc on fixe ce paramètre et on obtient que un système de 10 000 particules subit une localisation spontanée tous les 10 000 ans à peu près. Donc une particule, c'est très stable. Par contre, si on prend un système de 10 exposant 23 particules, donc ça c'est-à-dire une mole de particules, ce qui est typiquement macroscopique, eh ben, elle subit une localisation spontanée tous les 10 milliardièmes de seconde. Donc c'est comme ça qu'on explique l'asymétrie entre le milieu, le monde microscopique et le monde macroscopique de manière générale.
Donc c'est ça le rôle conceptuel de ce paramètre supplémentaire, de fixer la frontière. Alors, la localisation se fait avec une précision imparfaite, et cette précision, donc elle est notée alpha, c'est le deuxième paramètre de ce modèle. Elle correspond à l'extension spatiale d'une particule. Elle n'est pas localisée en un point, elle est localisée dans une certaine zone, avec une précision imparfaite, et cette extension, cette précision imparfaite, c'est son extension. Donc ce paramètre arbitraire-là, il est fixé dans GRW à 10 milliardièmes de mètre. Voilà. Alors ces paramètres, ils ne sont pas fixés vraiment au hasard. En fait, ils sont ajustés pour compenser un effet de chauffe théorique. Donc les systèmes sont censés chauffer au moment de la localisation spontanée. Et donc on ne veut pas que cette chauffe soit trop importante, sinon on l'observerait. Donc on compense avec ces paramètres. Avec ces valeurs-là, donc l'effet reste modéré, mais il y a quand même, les particules chauffent légèrement quand elles se localisent. Il y a deux ontologies possibles pour ce modèle, une continue et une discrète. La première, qui est continue, c'est l'ontologie de la densité de masse. Dans cette ontologie, la matière est un champ avec des endroits plus ou moins denses. Donc les particules de la matière ordinaire sont des zones de forte densité, où le champ est très concentré, et les particules libres, celles qui n'interagissent pas spécialement avec quoi que ce soit, sont des zones plus étendues et de plus faible densité. Donc la densité est répartie, la concentration du champ est répartie sur une plus large zone qui s'étale de plus en plus jusqu'à ce qu'une réduction spontanée la fasse se ramener à une zone plus précise, et cette zone peut être située au hasard, n'importe où dans son étendue. Alors je vais vous montrer une image de à quoi ressemble une trajectoire dans cette idée-là. Là vous avez la particule qui est ramassée dans une zone précise, puis elle s'étale, et puis il y a une localisation spontanée, ça peut être par hasard, ça peut être parce qu'elle rencontre quelque chose, et tac, elle est localisée à un endroit quelconque de son étalement. Puis elle se réétale, tac, elle est relocalisée, etc. Et donc, c'est comme ça que ça forme une trajectoire par les localisations successives. Et donc là, je vous ai dessiné les paramètres. Donc vous avez le paramètre alpha qui est la dimension de la particule lorsqu'elle est localisée, et le paramètre gamma qui est associé à l'écart temporel entre deux localisations. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est plutôt 1 sur gamma, mais bon, conceptuellement, c'est le même rôle. Ça décrit le temps entre deux localisations. Alors, donc dans GRW, la réduction est un processus spatial, mais pas temporel. Elle est instantanée, elle n'a pas de temporalité. Elle peut se produire d'elle-même pour une particule libre, hein, comme on l'a vu, mais c'est très rare. Hein. Par contre, elle sera stimulée par la mesure, parce qu'au moment de la mesure, le système total de la particule et l'appareil de mesure sera avec un grand nombre de particules. C'est un grand système, donc les localisations spontanées arriveront beaucoup plus souvent. Et au moment où le système de l'appareil de mesure se localise, eh ben, la particule se localise avec. Elle est entraînée par la localisation spontanée. Mais si on a deux particules libres qui se rencontrent, donc deux zones de faible concentration, cette fois elles peuvent se croiser sans interagir, puisque elles n'ont qu'une faible probabilité de se localiser à ce moment-là. Donc elles peuvent se croiser. Donc on retrouve la possibilité qu'il y ait deux particules au même endroit, au même moment. Et alors on peut aussi avoir d'ailleurs une particule dont la densité est répartie dans deux endroits séparés de l'espace. Par exemple, dans une expérience de Sternirlach, la particule se divise en deux dans l'aimant, en deux pics de densité qui suivent les trajectoires attribuées au spin-up et spin-down. Et donc elle est vraiment dans deux endroits séparés, et c'est qu'au moment où elle interagit avec les détecteurs, là c'est un truc macroscopique, un grand nombre de particules, donc localisation spontanée, elle se
localise à un seul endroit et toute la densité se ramasse sur une des deux positions qu'on associe au spin up ou au spin down. Donc, au vu de ça, on peut se dire que c'est définitivement pas utilisable comme critère d'identité de dire il faut que ce soit au même endroit au même moment. Le critère spatio-temporel tient toujours pas. Mais par contre, on peut penser à un autre critère qui est celui de la quantité de champ. Donc, lorsqu'une particule est concentrée en un point, elle a une grande densité. Et lorsqu'elle est étendue dans une large zone, elle a une faible densité. Mais au final, ce qui est conservé entre ces deux situations, c'est la quantité totale. C'est un peu si elle s'étale, mais il y a toujours la même quantité de particules, la même quantité de champ. Et lorsque deux particules se chevauchent pour se croiser, eh ben, leur densité s'additionne, elles ne disparaissent pas. Et donc cette fois, on peut dire que deux particules ne sont qu'une, que si elles sont au même endroit, au même moment et avec la même densité. Donc une particule peut être individualisée par la quantité de champ qui la constitue. Ou plutôt, on devrait plutôt dire que ce qu'on appelle une particule est une certaine quantité de champ, dont la densité varie au rythme des localisations spontanées. C'est la quantité rassemblée par une localisation spontanée. Donc c'est une vraie quantité, ça a quand même un sens physique d'en parler, mais en vrai il n'y a pas de limite claire et nette entre les particules, puisqu'elles forment un continu. On pourrait décrire ce continu sans jamais faire référence à la notion de particule. C'est juste que cette description est pratique pour comprendre les propriétés chimiques des éléments, grâce au fait qu'on peut, grâce à ce comptage de leurs particules, on peut les classer selon leur nombre. Donc on peut dire qu'un atome de carbone 12 a telle propriété parce que il a 12 fois la quantité qu'il faut pour faire une localisation spontanée. Donc c'est l'équivalent de dire il a 12 électrons. Et donc à partir de là, donc, on peut reconstituer toute la chimie, c'est plus facile de comprendre comme ça, et on peut aussi expliquer les structures plus grandes. Pourquoi est-ce qu'il y a des limites nettes qu'on voit bien entre les corps macroscopiques. Donc c'est plus facile d'expliquer ça en utilisant des images de particules. Pas vraiment des images, c'est en utilisant des délimitations théoriques de particules. Donc c'est vraiment la même notion de continu qu'on avait depuis toujours pour la matière, sauf que ce continu est moins uniforme que ce qu'on pensait, il a vraiment plus de variations de densité. Et c'est de là qu'on tire l'idée de particules. Alors, donc ça c'était une ontologie possible. Il y a une deuxième ontologie possible, qui est l'ontologie des flashs. Donc cette fois-ci, on n'a plus de particules permanentes, on a des flashs instantanés à un seul endroit, qui ne durent qu'un instant donc, et donc qui n'ont pas de continuité entre eux. Donc, ouais. Et donc ces flashs, ils donnent une impression de permanence et de continuité quand il y en a vraiment beaucoup. Et chaque localisation spontanée occasionne un flash. Donc dans la matière ordinaire, il y en a vraiment beaucoup tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une continuité des corps et une permanence des corps, alors qu'en fait, il n'y a que des flashs. Et donc on ne se rend pas compte qu'il n'y a rien entre les flashs, qu'on disparaît régulièrement. Donc conceptuellement, cette ontologie-là, c'est l'opposé de la précédente, mais empiriquement, elles sont tout à fait équivalentes. Dans cette deuxième ontologie, on peut reprendre le critère d'identité spatio-temporelle, puisqu'il y a un flash à un endroit à un moment. Un flash ne peut pas être à deux endroits, ou alors c'est deux flashs. Donc ça, tout va bien là-dessus. Bon, par contre, il n'y a plus aucune notion de particule, là, que ce soit artificielle ou pas. Alors ce qui est super, c'est que cette ontologie-là, elle est compatible avec la relativité. Donc ça a été démontré. Mais bon, l'unification théorique n'a pas encore été faite. Donc c'est pas encore terminé, mais
il n'y aura pas de contradiction conceptuelle a priori. Donc ça c'est un autre point positif. Par contre, le problème de la causalité est nettement renforcé. Puisque il ne peut plus y avoir de cause à un flash, puisqu'il n'y a littéralement rien avant. Donc même les causes probabilistes ont besoin qu'il y ait un état avant pour qu'on puisse dire que cet état portait les probabilités de l'état suivant sous forme de propriétés, ou alors que ces propriétés sont contenues dans le mouvement d'un état à un autre, sous forme de propriétés du mouvement, peu importe, ça dépend des interprétations. Mais en tout cas, on a besoin qu'il y ait une connexion. Et ici, il n'y a vraiment aucune connexion entre les flashs. Aucun mouvement. Impossible de définir un mouvement dans cette ontologie-là. Donc, il n'y a pas de cause physique à un flash. Il reste la possibilité qu'il y ait une cause non physique. Par exemple, une cause mathématique, comme la fonction d'onde dans son espace de Hilbert. Mais bon, ça demande de faire une croix sur le réalisme, donc il faut être prêt à faire ça. Et ça, c'est dommage pour cette interprétation, pour cette ontologie des flashs, parce que on voit bien que la première ontologie du continu, de la densité de masse, va être très peu compatible avec la relativité. Puisque la localisation spontanée est instantanée, elle n'est pas un processus qui se transmet de proche en proche, à la vitesse de la lumière, et pourtant elle implique une coordination d'une grande zone, bon, une zone qui peut être arbitrairement grande, on va dire, du champ, au moment de la réduction. Et donc, elle implique d'avoir une action à distance instantanée, une non-localité. Et ça va être directement contradictoire avec la relativité. Alors, certes, l'intrication n'est plus une exception. C'est juste le même type de non-localité que la réduction, c'est juste normal dans ce modèle. Mais elle ne s'explique pas pour autant, puisque on n'explique toujours pas comment fonctionne une coordination sans transmission d'informations. Alors ça peut évoluer, hein. Peut-être que c'est la bonne ontologie et qu'on doit encore juste trouver l'explication de la non-localité. Et l'avantage, c'est qu'on pourra savoir bientôt si ça vaut la peine de garder ce modèle de GRW, parce que comme c'est censé être une description plus précise que la mécanique quantique, une amélioration de la première théorie, eh ben, il y a des divergences suffisantes au niveau statistique dans les prédictions pour pouvoir les tester. Donc on peut faire des expériences pour tester cette théorie. Et en plus, il y a ce faible effet de chauffage dont je vous avais parlé, qui est créé par la localisation, et qui devrait être détectable avec les technologies les plus récentes. Donc on peut prévoir des expériences futures de confirmation possible de cette théorie. Alors, il y a un autre modèle qui a été proposé encore, qui s'appelle CSL, pour Continuous Spontaneous Location, donc localisation spontanée continue. Et dans ce modèle, on remplace l'idée de ce paramètre gamma qui dépend de la taille par un processus qui est vraiment aléatoire temporellement aussi, donc complètement aléatoire, donc qui se passe à n'importe quel moment. Et ça résout quelques problèmes techniques de GRW. Et il y a aussi une loi de probabilité associée qui favorise les états uniques, et donc qui fait disparaître la superposition, et qui explique la décohérence et la mesure, etc. Donc on résout ces questions-là d'une autre manière. Donc ces deux modèles sont équivalents. Une correspondance a été établie entre les deux par les inventeurs du premier modèle. Et donc les ontologies ont été plus développées par les tenants du modèle GRW, mais on peut supposer que c'est les mêmes dans les deux cas. Ça devrait être les mêmes. Et donc ces ontologies sont réalistes. Ça c'est bien sûr, mais par contre on peut tout à fait considérer juste les modèles mathématiques
et garder juste le modèle mathématique qui est autosuffisant, hein, cette modification de l'équation de Schrödinger. Dans tous les cas, on peut l'interpréter comme on veut. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a des questions d'abord. Oui. Alors. Mais même sans appareil de mesure, le système comprend tout ce qui existe, donc il devrait n'y avoir que des localisations spontanées, non? Non, il faut que ce soit en interaction. Donc, puisque ici, donc, le continu a des densités variables, il y a une densité à partir de laquelle on ne considère plus que la particule est là. La particule est quand même dans une zone, elle a une extension spatiale déterminée. Donc, c'est que les particules qui se touchent qui forment un système. Donc, les objets macroscopiques, dans la matière solide, les particules se touchent, mais dans la matière gazeuse, elles se touchent pas la plupart du temps, bon, elles se frappent régulièrement. Donc à ce moment-là, elles interagissent, elles peuvent avoir une localisation spontanée, mais sinon, elles sont beaucoup plus libres, etc. Dans l'espace, il y a des particules beaucoup plus isolées qui n'ont vraiment aucune interaction avec l'extérieur. Là, il y a une extension spatiale, cette fois. Deuxième question, dans l'ontologie des flashs, d'où vient la continuité temporelle, la conservation entre les instantanés? Ben ça, c'est une excellente question, parce que c'est typiquement le problème de l'ontologie des flashs. Justement, toutes ces choses comme la conservation du mouvement, conservation de la masse, de la charge, etc., c'est des conservations, c'est des propriétés d'un mouvement, c'est des propriétés d'un changement, du passage d'un état à l'autre. Mais s'il y a une discontinuité entre ces deux passages, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de propriété du changement. Donc, ça veut dire que la conservation de l'énergie, etc., doivent être à un autre niveau. Donc là, ça correspond vraiment plus à un réalisme, ça correspond ça peut correspondre que à une vision où le modèle peut influencer la réalité, alors que le modèle est censé être une abstraction. Alors, troisième question, mais il y a quand même un truc qui nous freine tout le temps, c'est de dire que la vitesse de la lumière est une constante et ne peut pas être dépassée. Mais finalement, si cette vitesse peut être dépassée, on a tout de suite moins de soucis. Personne n'a voulu faire sauter cette constante. Si, beaucoup de gens ont voulu faire sauter cette constante. Mais en fait, actuellement, il y a quand même un assez grand consensus sur le fait que c'est la mécanique quantique qui doit changer et pas la relativité. Donc là, ce que vous dites, donc la vitesse de la lumière est une constante, c'est le postulat de base de la relativité restreinte. Donc ça s'étend aussi à la générale, puisque la générale est un cas particulier de la restreinte. On peut dire ça comme ça. Et donc, si on n'accepte pas ce postulat, on doit abandonner toute la théorie de la relativité. Or, cette théorie, elle est très efficace, elle est vraiment vérifiée par des expériences. Bon, bien sûr, ça pourrait être un hasard qu'elle se vérifie par des expériences, mais il se fait aussi qu'elle est très belle, c'est-à-dire conceptuellement, on peut vraiment la comprendre, on peut comprendre tous ces aspects, il n'y a aucune contradiction dedans, il n'y a aucun aspect dérangeant. Bon, c'est vrai qu'on doit accepter qu'il n'y a pas de référentiel universel, c'est un peu dérangeant, mais c'est que par rapport à notre habitude des référentiels newtoniens. C'est juste qu'on doit se détacher d'une habitude, mais de manière générale, c'est très clean. Alors que la mécanique quantique, c'est vraiment pas une théorie très clean. Il y a vraiment toujours eu beaucoup de débats autour, il y a des trucs bizarres dans tous les sens, et donc dire qu'on va résoudre les problèmes de la mécanique quantique en abandonnant une théorie aussi belle que la relativité, déjà ça résoudrait pas tous les problèmes, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ont aussi... Enfin, il me semble qu'il n'y a pas une seule interprétation où tous les problèmes sont résolus sauf la relativité. Donc ce ne serait pas une résolution totale. Et en plus, pourquoi privilégier la mécanique quantique par rapport à l'autre théorie, quoi. Donc, bon, je pense que j'ai déjà entendu qu'effectivement il y a des physiciens qui sont plus là-dedans, notamment ceux des collapse theories.
exemple que j'ai déjà entendu, que eux, ils préféraient essayer de repenser à la relativité pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de la modifier et tout ça. Mais c'est vraiment très peu de physiciens et personnellement, je pense pas que ça soit une bonne piste. Je pense que si on doit modifier quelque chose, il vaut mieux que ce soit la chose qui foire le plus dans tous les sens, quoi. Et ça me dérange qu'une constante régisse la nature. En fait, c'est pas ça, hein. C'est pas qu'une constante régit la nature. Ça, ce serait une façon platonicienne de le dire. La constante, c'est notre description des choses. Donc, nous, on a besoin d'introduire des constantes dans les modèles. Le fait d'introduire la constante C égale 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, c'est pas ça qui change quoi que ce soit à ce qui se passe dans la nature. C'est pas une question de constante, c'est une question de changement conceptuel de ce qui est absolu et ce qui est relatif. Là, en fait, ce qu'on dit quand on dit la vitesse de la lumière est constante, c'est pas juste il y a une constante qui est égale à la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière est absolue. C'est-à-dire, elle a c'est une propriété en soi qui appartient à la lumière et on peut rien y changer. C'est vraiment une propriété essentielle de la lumière. Elle varie jamais, c'est pas une propriété inessentielle, c'est une propriété qui définit la lumière. Et elle est aussi définie comme étant la vitesse maximale possible. Donc ça, c'est plus je sais pas exactement ce que c'est comme type de loi, mais en tout cas, c'est conceptuel, quoi, hein, c'est pas une question de constante. Et en fait, tout découle de là. Parce que comme on dit que la vitesse de la lumière est absolue, on est obligé d'abandonner un autre absolu, et ce qu'on abandonne comme autre absolu, c'est le temps. Et donc le temps n'est pas absolu, le temps est relatif, et il est extensible et réductible en fonction de la situation. Et en fonction du point de vue aussi d'ailleurs. Donc c'est plus une question de relatif et d'absolu. En plus, oui, c'est vrai que ce serait idiot qu'une constante régisse la nature, parce qu'en plus, il y a beaucoup de constantes dont on s'est rendu compte après que c'était pas des constantes, qu'elles dépendaient d'autres trucs. Donc en fait, on ne sait pas vraiment reconnaître ce qui est une constante fondamentale et ce qui est une constante artificielle. Donc vous auriez eu raison de vous méfier dans ce cas-là. Ben, je vais faire la conclusion, et après on pourra passer à des questions plus générales, si vous en avez. Donc, pour récapituler toutes ces interprétations qu'on a vues, je vous ai fait une petite frise temporelle, parce que c'est toujours informatif de savoir lesquelles sont les plus récentes et lesquelles ont déjà un peu de la bouteille. Donc vous voyez, l'interprétation de De Broglie-Bohm dans le pilote, c'est arrivé très très tôt, hein. C'était vraiment en même temps qu'on était en train de formaliser la mécanique quantique, quoi. Les mondes multiples sont arrivés très peu après. Et puis il y a eu une espèce de diffusion dans les années 80, là il s'est passé plein de trucs. Les histoires cohérentes, GRW, la relationnelle, il y a eu beaucoup de mouvements. Et puis le cubisme, donc ce truc des probabilités subjectives, ça c'est vraiment tout récent. En fait j'en avais même pas entendu parler jusqu'à il y a genre 1 an. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Voilà. Mais finalement, c'est un peu une reformulation de l'interprétation de Copenhague, mais avec des concepts récents, quoi. Et de manière plus claire. Voilà. Et puis, depuis les années 2010, en fait, c'est plus qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles interprétations qui naissent. Maintenant, les gens, ils ont un suffisamment grand panel dans lequel choisir, donc ils se rangent à l'une ou l'autre. C'est pas que c'est moins actif, hein. Le domaine de l'interprétation, je pense qu'il est plus actif que jamais, dans l'interprétation de la mécanique quantique. Alors, donc j'ai pas parlé de toutes les interprétations qui existent. Il y en a quelques autres qui sont soit moins développées, soit passées à la trappe parce qu'elles demandent d'accepter des changements conceptuels beaucoup trop importants, et donc ça devient de moins en moins intéressant de les privilégier par rapport aux autres interprétations qui se développent.
Donc là, je pense en particulier à l'interprétation transactionnelle, si jamais quelqu'un en a entendu parler. Ça demande d'accepter la rétrocausalité, donc voilà, je n'ai pas jugé vraiment utile d'en parler. En plus, il n'y a plus vraiment grand monde qui la défend. Et il y en a quand même, il y en a des toutes petites aussi qui sont défendues par un type ici ou là. Ouais. Donc là, en tout cas, vous avez un bon panel de ce que vous pourrez rencontrer si vous discutez de ça avec des physiciens. Et donc en termes de proportion, il n'y a pas de statistiques, mais je dirais que la plus représentée parmi la communauté mondiale des physiciens actuels, c'est l'interprétation des mondes multiples. Et juste après, il y a l'interprétation de De Broglie-Bohm. Et encore après, donc il y a les collapse theories, donc les dynamiques de Schrödinger modifiées, et en particulier GRW. Mais quand même assez derrière ces deux-là. Ces deux-là, c'est vraiment des deux grosses. Et alors ensuite, il y a le cubisme qui est en train d'augmenter, mais voilà, il est tout récent, donc c'est pas très connu non plus. Et alors ensuite, il y a les histoires cohérentes et l'interprétation relationnelle qui sont moins connues, mais qui sont quand même intéressantes, donc je pense que c'était vraiment la peine d'en parler. Voilà, donc vous savez tout. On peut laisser place aux questions. Est-ce qu'il y a des recherches en cours pour chacune de ces interprétations? Pas pour toutes. Si, en fait, ouais, vraiment pour toutes. Ouais. Oui, c'est très actif. En fait, je dirais que c'est très actif dans une certaine communauté de physiciens. C'est-à-dire, il y a des physiciens qui, la majorité des physiciens, se contentent de l'interprétation standard. Oui, j'ai dit que la plus répandue, c'était l'interprétation des mondes multiples. C'est après l'interprétation standard, bien sûr. La majorité des physiciens ne travaillent pas du tout dessus, ils ne sont pas du tout au courant que ça existe, ils n'en ont jamais entendu parler. Mais dans la communauté de ceux qui ont commencé à y penser, c'est très actif. Il y a beaucoup de publications, il y a aussi pas mal de philosophes qui réfléchissent à ça, même si ouais, c'est pas le même genre de publication, quoi, c'est moins travaillé dessus. Donc, alors que les physiciens qui travaillent vraiment sur ces interprétations, ils font des vrais calculs, ils font des revues systématiques, etc. Enfin, c'est vraiment une recherche de type scientifique, quoi. Et en particulier, GRW, celle-là, c'est celle qui est la plus active du point de vue de la recherche théorique, en physique théorique, puisque là c'est vraiment des calculs. Mais alors les grosses interprétations, mondes multiples et de Broglie-Bohm, ils essayent aussi toujours de trouver comment résoudre leurs problèmes, etc. Ils sont tout le temps en train de débattre, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Et les petites interprétations, l'interprétation des histoires, il y a beaucoup aussi là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est moins de gens, c'est principalement Griffiths et Omnes, ces deux-là qui sont vraiment les principaux à défendre ça, et donc eux ils sont vraiment à fond là-dessus, mais donc ça continue d'avancer. Hein. Il n'y en a aucune qui stagne. Par peut-être l'interprétation relationnelle, celle-là, comme elle est plus conceptuelle justement, il n'y a pas vraiment moyen, enfin si, il y a moyen de la faire avancer, mais pas en physique. Donc les physiciens avancent pas tellement dessus, mais ils en débattent, quoi. Voilà, ils en débattent, ils essayent de préciser qu'est-ce qu'elle suppose. Comme je vous ai dit, ils débattent de ces questions de est-ce que c'est toutes les interactions, ou est-ce que c'est que les mesures, etc. Alors en tout cas, on va faire une session de débat et de discussion en live en juillet, donc vers le début mi-juillet à Marseille, à l'Université populaire de Marseille, au théâtre Tourski. On n'a pas encore les dates précises, mais elles apparaîtront sur le site, donc surveillez le site pour ceux qui sont à Marseille, pour ceux qui voudraient se déplacer. Dans tous les cas, ce sera filmé. Si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez les mettre dans les commentaires. C'est toujours bienvenu. Et on fera aussi peut-être, avec cette session de débat, on fera aussi peut-être quelques exercices de débunkage pour voir si vous savez utiliser
ce que vous avez appris pour reconnaître les gens qui manipulent la mécanique quantique pour servir leurs idées. En tout cas, méfiez-vous. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a vraiment plein d'interprétations différentes. Et donc, si quelqu'un essaye de baser autre chose, baser un raisonnement ou baser des faits ou des liens entre les faits sur une de ces interprétations, même si c'est l'interprétation standard, hein, même si quelqu'un vous dit qu'il base tout un raisonnement sur la superposition, soyez très attentifs parce que ça, c'est juste une interprétation. Il n'y a pas moyen de baser quoi que ce soit dessus. C'est juste à titre d'hypothèse, il n'y a rien qui confirme ça. Il n'y a pas de preuve expérimentale de la superposition ou quoi que ce soit. Et si vous voyez des gens aussi qui disent que la mécanique quantique contredit le réalisme, ça, on le dit très souvent, bah vous avez eu tout le panel des interprétations, je vous ai dit lesquelles étaient réalistes, lesquelles ne l'étaient pas. Donc il y en a qui ne sont pas compatibles, il y en a qui sont compatibles. Ce serait faux de dire qu'on est obligé de considérer l'observateur comme déterminant, quoi. Alors, bonne soirée à tous.